Et si, pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train ? Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit ? En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. C'est ce que je fais bien entendu avec la France baladeuse depuis 3 ans, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en t'emmenant en itinérance sur les rails. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. Eh ben, bonjour à tous. Je sais pas si ça marche. Ça marche pas? Si, ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Alors, c'est une grande première pour moi et pour nous, je pense aujourd'hui. C'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast en public et en plus en configuration studio. Moi, d'habitude, je me balade avec un Zoom en mode reportage. Je vais interviewer les gens chez eux, dans leur jardin, dans leur atelier, dans leur maison. Donc, je vous avoue que là, avoir 4 invités avec moi et animer, on va voir ce que ça va donner. Donc, cette semaine, moi, je suis allé me balader du côté de Castres en train régional, en TER. J'ai mis 5 heures pour arriver hier depuis Montpellier. Et le TER, par chance, m'a déposé ici à Podcastres. Voilà, donc bonjour Castres, bonjour les amis podcasteurs, bonjour le public. Donc juste avant de commencer, est-ce que dans la salle, il y a des amateurs de voyage en train ou pas ? Alors n'hésitez pas, à la fin de l'émission, on vous donnera la parole. Si vous avez envie de raconter une anecdote, un souvenir, il y a un micro qui est libre là-bas, vous pourrez venir avec nous raconter vos plus belles histoires de train. Voilà. Alors attention, le train entre en gare, éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît, c'est parti. Alors, à l'occasion du festival podcast, j'ai embarqué avec moi 4 podcasteurs de talent. Il y a d'abord Coralie qui se cache derrière la beauté des mondes. Coralie, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, qui tu es, d'où tu viens ? Alors moi je vis à Castres et mon podcast La Beauté des Mondes est un podcast de voyage méditatif. Donc c'est un podcast en immersion. Vous avez le son de l'endroit où on se rend. À chaque fois il y a une rencontre avec quelqu'un et une petite leçon de vie à la fin. Alors ensuite, on a Nicolas qui est fondateur de Son et Merveille. Nicolas, tu peux nous dire un petit mot ? Exactement. Salut Paul. Son et Merveille, on fait des podcasts surtout pour des marques et des institutions. Et on est très content, je suis très content d'être là aujourd'hui, un peu à domicile aussi. Ensuite, juste à côté de moi, du coup, Pierrick, toi, tu es un peu serial podcasteur à la Voix des Bulles. Oui, à la Voix des Bulles, on fait des podcasts sur la bande dessinée. On a plusieurs formats, toujours dans le monde de la bande dessinée, soit des choses de jeunesse, soit où on rencontre des auteurs. On va dans du festival de temps en temps, même si le Covid nous a un peu bloqués. Et puis là, je suis content parce que je vais parler de vieux souvenirs de train. Ça fait longtemps que je ne le prends plus trop. Et puis enfin, donc à l'autre table, du coup, Benoît, salut, toi, tu es créateur du podcast qui s'appelle La Diagonale du Vide. Ouais, la Diagonale du Vide, c'est une petite promenade. Je me promène aussi beaucoup avec mon micro, j'enregistre les gens et je fais des mix avec de la musique, des bruitages. C'est en fait un podcast qui parle de small talk avec des gens qui sont pas forcément toujours prévenus. Voilà, c'est de la surprise. Ok, voilà. Et puis moi, du coup, je me présente aussi quand même. Donc moi, je m'appelle Paul. J'ai créé la France baladeuse il y a 4 ans. Et là, l'idée de ce podcast qui s'appelle Chouchou, c'est né lors d'un voyage en train que j'ai fait entre Montpellier et Narvik. Narvik, c'est tout au nord de la Norvège, au niveau du cercle polaire. J'ai mis presque 3 semaines pour arriver là-bas et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en faire un podcast et des podcasts sur le train. Voilà. Donc mes 3 invités, ils ont tous une histoire singulière avec le train. Coralie, t'as embarqué à bord d'un train pour le Machu Picchu. Nicolas, tu t'es endormi dans un train de nuit en Thaïlande. Patrick, toi, t'empruntes quotidiennement un petit TER du côté de Arles. Et toi, Benoît, toutes les semaines, tu prends le train de nuit qui part de Cap de Naggar, voilà, de Cap de Naggar pour aller jusqu'à la gare d'Austerlitz.
Donc bonjour à tous les quatre. Encore une fois, je suis très heureux de vous avoir sur le podcast. Ma première question, je veux que vous fassiez un petit flashback en arrière et que vous me racontiez votre premier souvenir de train. Alors Nicolas, toi, je crois que c'était à 8 ou 9 ans et c'était en direction de Saint-Raphaël. Ben oui, comme beaucoup de gens, je crois que c'est les premiers souvenirs marquants de train, c'est le train de nuit pour partir en vacances. Moi, j'ai grandi à Paris, donc on allait dans le sud vers Saint-Raphaël. Donc c'était un grand trajet et on le faisait parfois certaines années en train. Et effectivement, c'était toujours la fête avec ma sœur, mes parents. Le train de nuit, il y avait quand même quelque chose de très très excitant pour des enfants. Alors toi, Coralie, c'était plutôt un peu plus tard, c'était des souvenirs d'étudiante sur la route vers les Alpes, c'est ça? Tout à fait. C'est, je pense, le moment de sa vie où on commence à avoir un petit peu d'indépendance financière. Et donc, nous, on allait au ski, mais on était quand même fauchés, hein, comme tous les étudiants. Donc, on avait le budget le plus strict possible. Et forcément, ça finissait parfois dans le wagon fumeur, parce que moi, j'ai encore connu le wagon fumeur du TGV, parce que c'était le moins cher possible. Et c'est l'insouciance de quand on a la petite vingtaine. Et bon, bah, c'est pas grave, quoi, si c'est le wagon fumeur et si ça met 6h30 au lieu de 4, au moins on peut aller au ski pour pas grand-chose. Ouais, je pense qu'on a tous fait ces petites. C'était vraiment pour moi des vraies aventures à l'époque. Moi, je faisais pareil que toi. Je montais en TER jusque dans les Alpes. On mettait toute la journée. En plus, on sortait à chaque gare pour éviter les contrôleurs parce qu'on pouvait pas payer forcément tous les tickets. Enfin, ça donnait toujours des histoires assez sympas. Alors, Pierrick, pour toi, le premier souvenir, c'est une vieille Micheline en Corse pour aller à Corté, c'est ça? Ouais, alors je l'avais peut-être prise avant, mais je m'en souviens parce que j'ai fait des études à Corté en vivant du côté d'Ajaccio et bah je prenais la Micheline, donc fallait choper. J'habitais pas forcément à côté de la gare, donc je me faisais déposer. Et puis on espérait qu'il n'y avait pas eu trop de neige, qu'il n'y avait pas eu d'éboulement et qu'on allait arriver à passer les tunnels pour arriver jusqu'à Corté. Et on espérait surtout qu'elle pourrait nous ramener pour le week-end chez nous, pour que nos parents lavent notre linge. Alors toi, Benoît, tu vas pas nous parler de ton premier souvenir, mais tu vas plutôt nous raconter une histoire de train, un moment que tu as vécu à bord et que tu as écrit. Oui, oui, en fait, c'est pas mon premier souvenir. J'ai écrit ce truc il y a 2 semaines. Donc, effectivement, c'est pas la première fois que je prenais le train. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que je suis resté longtemps sédentaire et j'ai repris des études. Donc, je reprends le train pour pouvoir retourner sur le lieu où je fais mes études. Et j'ai commencé mes études au mois de septembre. Donc, il m'est arrivé plein d'histoires. C'est un peu cafouillis. J'ai un changement de vie, un gros changement de vie qui se passe en ce moment avec le train, qui s'accompagne par le train. Donc, j'ai écrit un truc en attendant une correspondance. Voilà. S'asseoir dans le train, c'est aussi un soulagement, faut avouer. C'est bien souvent un soulagement. Quand on s'assoit, on est essoufflé. On était stressé parce qu'on avait peur de louper sa correspondance. Puis on entend le bruit des portes qui se ferment. La respiration se calme. On dérange un peu les gens qui sont encore dans le couloir avec leur sac. Et on se faufile jusqu'à une place libre. Bonjour madame, je peux me mettre ici? Mais bien sûr, je vous en prie. On cherche alors une prise de courant pour recharger son téléphone. Ouais, aujourd'hui on peut faire ça. Devant la gare de Brive, il y a l'hôtel de France. De l'autre côté de la rue, évidemment, il y a l'hôtel Terminus, qui propose d'essayer des séminaires. Voilà. Mais je vais m'attarder sur l'hôtel de France. Bon, voilà. En général, j'ai 25 minutes, 30 minutes pour prendre une correspondance. On pense que c'est long, qu'on a le temps d'aller fumer une clope, de se dégourdir un peu les jambes, mais ça passe vite. Il faut sortir du quai, descendre, reprendre l'escalier. Ça, c'est vraiment pas très long, 25 minutes. Des fois, j'ai le temps d'aller boire un petit verre. J'ai encore presque 2 heures après Brive pour aller jusqu'à chez moi. La première fois que je me suis accoudé au zinc de l'hôtel de France, j'ai commandé une gentiane. Parce que, évidemment, il faut bien faire honneur. On est à Brive-la-Gaillarde. Le garçon de café m'a regardé d'un air circonspect et m'a interrogé pour savoir si je voulais une Avez ou une Suze. J'ai fièrement et aussi un peu par hasard répondu Avez. Bon, c'est là qu'a surgi le patron de l'hôtel. Il m'a regardé avec l'œil du connaisseur content qui croit qu'il a rencontré un geek passionné par la même chose que lui. Il m'a conseillé de prendre la gentiane avec l'étiquette blanche. Je me rappelle plus de son nom, mais elle est fabriquée à Brive-la-Gaillarde. Alors depuis, à chaque fois que je peux, je m'arrête quand j'ai le temps. Quand le train n'a pas de retard, je m'arrête. Je vais boire une petite gentiane, celle avec une étiquette blanche. Je suis sûr que vous y penserez la prochaine fois. Si vous avez une correspondance pour Rodez, en gare de Brive-la-Gaillarde, 19h35.
Eh oui, ça donne envie de les goûter. Alors, avant de vous emmener à l'aventure sur les rails jusqu'au bout du monde, on va d'abord s'intéresser à un voyage un petit peu plus près d'ici, à bord d'un TER. Voilà, je vais me tourner vers Pierrick, vers Coralie et vers Benoît aussi. On fait juste une toute petite pause et on enchaîne. Alors, Pierrick, Coralie, vous avez l'habitude de prendre, vous aviez l'habitude de prendre tous les jours un train régional le matin pour aller travailler, ou une fois par semaine pour toi, Coralie, il me semble. Donc toi, Pierrick, c'était depuis Pas-des-Lanciers pour aller vers Arles, et Coralie, toi, c'était d'ici pour aller à Mazamet. Et tous les deux, quand vous repensez à ces trajets, vous m'avez dit à peu près la même chose. Pour nous, c'était une petite parenthèse dans la journée. Oui, alors pour les personnes qui vivent pas à Castres, faut savoir que Mazamet, c'est la ville d'à côté, hein. Ça doit être 12 kilomètres. Tout le monde, généralement, y va en voiture. Moi, ça m'arrangeait pas. Et ce voyage en train, c'est 18 minutes à travers la campagne. Il y a certaines routes de train où on voit quand même la ville, etc. On passe autour des champs ou de lotissements. Mais là, on est un peu dans la forêt. Et c'est le petit matin, hein, il est 8h et quelques, et on voit peu à peu la campagne s'éveiller, ce qui est un phénomène assez rare quand on prend la voiture, parce qu'on croise d'autres gens. Mais là, non, on croise des vaches, on croise des chevaux, on voit tout ce qui se passe dans la forêt. Et je trouve que c'est une manière très douce, très sympathique, en fait, de commencer sa journée. Surtout quand depuis Castres, qui est une ville assez marquée, on va dire, sud de la France, quand on arrive à Mazamet, qui est au pied de la montagne Noire et qui est en fait une ville de montagne, avec vraiment ce côté un petit peu austère. Moi, c'était une parenthèse quand même. Pas-des-Lanciers-Arles, c'est 40-45 minutes. C'est une bonne route, donc je faisais l'aller-retour tous les jours. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. C'était une parenthèse parce que c'est le moment où on n'a rien à faire. C'est ça qui est génial aussi dans le train, c'est-à-dire qu'on peut se laisser porter jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Et puis ça me permettait parfois de finir ma nuit, parfois de finir mes livres. C'était aussi une période où j'avais moins de mal à lire toutes les BD qu'on avait à lire pour nos émissions, parce que j'avais beaucoup de temps pour lire. C'était plutôt pas mal. Et voilà, j'ai écouté des podcasts. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts, c'est parce que j'avais ces longs trajets, et c'est comme ça que ça m'a donné envie d'en faire aussi. Alors Benoît, je me tourne vers toi maintenant. Toi aussi, tu habites au bord d'une de ces lignes qu'on appelle maintenant desserte fine du territoire. Enfin, en tout cas, à la SNCF, ils les nomment comme ça. Toi, tu habites à Cap-de-Nac et tu m'as dit tout à l'heure qu'au 19e siècle, c'était l'une des plus grandes gares d'Occitanie et que même la gare était là avant la ville. Tu peux me raconter du coup à quoi ça ressemble la gare et à quoi elle ressemble cette ligne? Oui, en fait, j'habite à Cap-de-Nac, mais il y a plusieurs Cap-de-Nac. Il y a Cap-de-Nac le Haut, Cap-de-Nac Port et Cap-de-Nac Gare. Et moi, j'habite à Cap-de-Nac Gare, je précise. Donc en fait, à l'origine, au 19e siècle, il y a des mines de charbon qui se sont installées dans une ville qui s'appelle Decazeville. Donc on est dans le sud de la France, mais il y avait quand même du charbon, de la houille, des laminoirs, enfin des grosses industries. Il y a encore une entreprise là-bas qui s'appelle Vieille Montagne, c'est dire. Et au début, ils utilisaient le lot pour enlever extraire le charbon de la mine, quoi. Et pour transporter le charbon, pour transporter le minerai, donc ils ont créé Cap-de-Nac Port. Et au 19e siècle, ils ont abandonné la voie fluviale pour construire cette gare qui s'est construite, qui a été designée par Gustave Eiffel. Et ensuite, s'est construite la ville pour pouvoir abriter les cheminots, pour pouvoir abriter tous ceux qui allaient avec les cheminots. Donc, il y a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais qui sont venus s'installer ici pour pouvoir travailler sur le train. Et petit à petit, se sont installées des entreprises qui nourrissaient les cheminots.
donc des entreprises de fabrication de boîtes de conserve notamment. Et c'est comme ça que s'est construite la ville. Donc aujourd'hui, il y a des jardins ouvriers sur le bord de la voie de chemin de fer qui correspondent en fait au lopin de terre qui était attribué aux cheminots pour qu'ils puissent nourrir leur famille en plus, quoi. Et tout le monde ne parle que de ça, quoi. Depuis la vue du balcon de ma maison, je vois une ancienne grue, donc qui n'est pas une grue de fabrication pour les maisons, mais qui est une grue qui surplombe la voie de chemin de fer qui servait au 19e siècle à remettre de l'eau dans les machines à vapeur. Donc, en fait, il y a une gare immense, des montagnes. La ville semble un peu figée dans une espèce d'ambiance un peu de la banlieue parisienne des années 50, parce que c'est des maisons en meulière, qui ont toutes été construites à l'identique. Et je suis mon atelier, ma maison est posée sur un remblai qui correspondait à l'ancien emplacement des ateliers de réparation des machines à vapeur. Donc c'est difficile de discuter avec des Capdenacois d'autre chose que de la SNCF, quoi. Ouais, c'est ancré. Et aujourd'hui, cette gare dessert la direction d'Aurillac via Clermont-Ferrand par Figeac, Toulouse, Rodez et Paris, gare d'Austerlitz. Donc depuis le balcon de ma maison, je marche 10 minutes, je monte dans le train et je me réveille, gare d'Austerlitz, limite en pyjama. Comme si j'habitais dans un train de banlieue, mais d'une banlieue qui mesure 850 km, quoi. Alors, c'est bien parce que tu fais la transition. On va parler de train de nuit tout bientôt là, mais je vous propose de faire une petite pause, juste le temps que vous écoutiez un petit son que j'ai capté dans une gare entre deux trains. Alors aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, voyager, c'est prendre l'avion. Alors ça, c'est la faute à Instagram et surtout à la com des compagnies aériennes qui présentent l'avion comme le meilleur moyen de s'évader ou de partir à l'aventure. C'est en tout cas le constat qu'a fait Greenpeace dans un récent rapport qu'ils ont intitulé « En mode avion ». Je vous conseille de le lire, c'est vraiment hyper intéressant. Pourtant, moi, je trouve que le train, c'est une véritable invitation au voyage. Déjà en gare, moi j'ai les yeux qui pétillent, j'ai la tête pleine d'images de paysages qui défilent, voilà, je suis déjà en voyage. Nicolas, quand tu entends ce son de gare avec l'annonce SNCF, les valises qui roulent au sol, ça t'évoque quoi? Et en fait, là, en l'entendant, j'avais l'impression d'être à la bourre. Tu sais, il y a ce truc un peu stressant quand tu entends le tu dis merde, mon train, ou peut-être que j'ai l'habitude d'être toujours en retard pour prendre mon train. Non, mais c'est à la fois les départs en vacances et en même temps, pour moi, c'est le dentiste aussi, parce que j'ai grandi au-dessus d'une gare à Paris et le dentiste était à côté. Et quand on attendait dans la salle d'attente ou quand on était sur la chaise du dentiste, il y avait régulièrement les annonces de la SNCF ou le crissement des trains sur les rails. Ah oui, donc c'est pas des bons souvenirs du tout en fait pour toi. Non, pas trop. Bon, écoute, on va changer de sujet. Quand tu repenses à ton voyage en Thaïlande, c'est pas le trajet en avion qui te marque, c'est plutôt un voyage en train et même en train de nuit. Est-ce que tu peux fermer les yeux et te téléporter à la gare de Bangkok il y a à peu près 20 ans, c'est ça? Ouais. Et nous raconter ce voyage? Oui, c'était sans doute mon premier voyage lointain avec mes sous, en fait. Et il y a eu le vol en avion qui est long. Et directement, on a enchaîné, parce qu'on allait vers le sud de la Thaïlande et on ne voulait pas reprendre l'avion, on n'a pas beaucoup de sous, on a enchaîné par un train de nuit. Et donc, arrivé à la gare de Bangkok, crevé déjà du voyage en avion, mais en même temps tellement dépaysé, d'un coup, tu te prends un vent de dépaysement parce qu'il n'y avait que des Thaïs, en fait. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de touristes, en tout cas, qui prenaient le train, et surtout le train de nuit. Donc voilà, très dépaysant. Et en plus, le départ de ce train, quand tu quittes Bangkok, tu traverses la ville et il y a des gens qui vivent là sur les bords du train, des rails, et il va très très doucement. Donc tu as le temps de voir la ville, ou une partie de la ville en tout cas, celle qui est au bord des voies, que tu vois pas quand tu restes 3 jours en Thaïlande en tant que touriste. Donc c'est ce souvenir-là, voilà. À la fois crevé, mais émerveillé. Et puis après, il y a le trajet qui est encore autre chose. Ouais.
Le trajet, si tu veux, c'est en fait la fatigue du vol en avion, le trajet dans un endroit qu'on connaît pas, dans lequel on vient pour la première fois, donc une certaine appréhension de s'endormir, de laisser ses affaires à droite à gauche. C'est pas des couchettes comme nous on a l'habitude qui sont fermées en fait. C'est le wagon en entier qui se transforme en couchette. Donc on est, je sais pas, 20-30 personnes à l'intérieur. Donc j'ai gardé l'œil ouvert assez longtemps parce que j'avais peur qu'il nous arrive quelque chose, qu'on rate l'arrêt ou quoi que ce soit. Et au final, je me suis endormi au petit matin, juste au moment où il fallait se réveiller pratiquement. Okay. Et là, le réveil, avec le vol en avion, la fatigue du trajet en train, tu te réveilles avec le soleil qui se lève dans la forêt, derrière les palmiers, et ça n'a rien à voir. Donc voilà, émerveillé de ce voyage en train. Ouais, un petit moment un peu suspendu, quoi. Complètement suspendu. Tu pars de Bangkok, tu pars de Paris en avion, tu te retrouves à Bangkok dans un environnement complètement différent, déjà émerveillé, puis l'angoisse un peu du voyage, et ensuite encore un deuxième émerveillement avec... c'est ça la beauté du train de nuit, c'est que tu te réveilles, il se passe 6 heures, 8 heures, et tu as complètement changé de paysage, en fait. C'est rare, à part en avion, mais en avion, le problème, c'est que l'arrivée, quand tu ouvres les yeux, soit tu es dans les nuages, soit tu es dans un aéroport, c'est pas hyper charmant. Là, tu ouvres les yeux et tu es carrément dans la nature, alors que 8 heures avant, tu étais en pleine ville. Ok, alors on n'a pas besoin forcément d'aller au bout du monde pour prendre le train de nuit. En France, il avait presque disparu dans les années 2020. Et là, on annonce son grand retour avec l'ouverture d'au moins 4 lignes d'ici la fin de l'année. Bon, alors elles sont quasiment toutes au départ de Paris. C'est dommage pour nous qui habitons en province. Voilà. Pourtant, dans les années 90-2000, il y avait de nombreuses liaisons transversales. Il y avait notamment, moi, je prenais le Montpellier-Strasbourg régulièrement. Et il y avait aussi le Bordeaux-Marseille. Et justement, toi, Pierrick, tu as eu la chance d'emprunter cette ligne de Bordeaux à Marseille et tu en gardes un souvenir assez incroyable. C'est un souvenir incroyable parce que c'était pour mon premier grand voyage autour de la BD. Je suis allé au Festival d'Angoulême. Il fallait que j'aille au Festival d'Angoulême une année. Et puis pour y aller, j'ai pris le train de jour et donc je me suis fait un superbe Marseille-Paris, changement de gare, Paris, Bordeaux, Angoulême. Enfin, c'était une horreur. Mais pour le retour, j'avais trouvé le train de nuit qui en gros me permettait de partir le dimanche soir et d'arriver à la gare Saint-Charles à Marseille le lendemain matin. Là où je travaillais à peu près, je travaillais juste à côté, ce qui fait qu'en gros je pouvais sortir du train et aller bosser. Mais il y avait un côté vraiment, voilà, j'ai pris un petit train jusqu'à Bordeaux, d'Angoulême, et puis d'Angoulême je rentre dans le train, je me pose, j'installe, je ferme les yeux, et puis quand je les ouvre, je suis arrivé. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu magique, il y a un côté de téléportation il s'est pas passé. J'ai pas l'impression d'avoir perdu de temps, alors que souvent sur un voyage en train qu'on va faire vraiment de gare à gare, un peu. Enfin, en gros, pour mon aller, ça avait été l'horreur, quoi, parce que on se retrouve provincial à changer de gare à Paris, on est vite perdu, on sait pas où on en est. Et là, je suis juste rentré dans un train et quand je me suis réveillé, j'étais chez moi, au travail, c'est moins bien, mais c'était quand même plutôt un truc, voilà, assez. Super, enfin, je regarde un très bon souvenir de ce voyage, c'était bien pratique. Ouais, finalement, ça dure 12 heures, mais pour toi, ça dure 2 heures. C'est ça. Toi, Benoît, aussi, depuis Cap-de-Nac, tu prends toutes les semaines, c'est ça, le train de nuit pour Paris. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces expériences-là? Eh ben, pareil que pour toi. En fait, le train de nuit, le principe du train de nuit, c'est qu'on garde pas beaucoup de souvenirs de notre voyage, puisque c'est l'effet téléporte, justement. Et le truc qui me marque avec cette histoire-là, c'est on est dans un endroit où il y a un tempo, dans une ville qui a un tempo, ou alors à la campagne, et que avec une température, un degré d'humidité, un rythme de gens, des formes de politesse, un accent, et que en claquant des doigts, on finit par se retrouver réveillé par quelqu'un qui te propose un café avec un petit chariot là. Et on est instantanément sur un quai dans une grande ville où c'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes gens, c'est pas le même rythme, c'est pas du tout les mêmes habitudes. Et alors qu'est-ce que je garde comme souvenir du train de nuit? Il peut m'arriver de prendre des couchettes, il peut m'arriver de prendre des sièges. Finalement, je dors aussi bien dans un siège que dans une couchette parce qu'avec un certain temps, au bout d'un certain temps, on s'habitue à tout. Et puis
Il est pas blindé le train de nuit non plus, donc on a la possibilité de choisir son siège, de se mettre. Et puis maintenant les sièges sont bien. Donc en gros c'est ça quoi. On arrive dans le train, on met son petit podcast dans ses oreilles, on fait attention à pas faire tomber ses AirPods sous le siège parce qu'on veut pas les perdre. Et puis le lendemain matin, on est là déjà en retard, à devoir courir pour attraper un métro quoi. Ouais, alors après, Ça c'est vraiment frappant, Ouais. le côté téléportation effectivement. Alors après, je pense que la grande différence entre les trains de nuit en France et les trains de nuit ailleurs, moi j'ai plein de souvenirs en train de nuit parce que le train de nuit que j'ai pris pour aller au nord de la Norvège, par exemple, il y a une vraie voiture restaurant avec Ouais. tu passes un vrai moment avec des gens. Et moi je sais qu'on était 3 dans le compartiment couchette et tous les 3, on est restés au resto toute la soirée, on a joué aux cartes, on a fait plein de choses comme ça. On s'est endormi vers 1h du matin, réveillé à 6h au lever du soleil. Et là après, en fait, ce train-là, tous les Suédois ils le prennent pour aller faire du ski de fond. Donc du coup, ils nous ont tous raconté, ouais, là, tu peux skier, c'est génial. Enfin, moi, j'en garde un souvenir incroyable de ce Je l'ai pris voyage-là. ce train aussi. Ah, tu l'as pris Ouais, aussi? je l'ai pris aussi. C'est marrant parce que c'est à discuter ce truc qui revient et c'est vrai que c'était un peu magique parce que on venait en Norvège, on rentre dans le train et puis d'un coup il s'arrête et d'un coup on est au milieu de la neige. C'est ça. L'arrêt, enfin il y avait quelque chose de vraiment magique là. J'avais l'impression vraiment d'être dans le Logwater Express. En plus il sortait le dernier tome d'Harry Potter à ce moment-là. Il y avait ce côté. J'en garde vraiment un souvenir de ce train et je pense qu'il n'était pas comme ça, mais dans un endroit magnifique quoi. Moi le train de nuit que je prends toutes les semaines pour aller à la fac, Ouais. il part à 23h47, il arrive à 8h21. Eh oui. Voilà, c'est pour ça aussi. Eh oui, aussi. Oui, Je c'est pars sûr. de chez moi après avoir bouffé et je vais me chercher un croissant. Eh oui, c'est pas du tout le même horaire, Je vois forcément. personne, tout le monde dort quand j'arrive, les lumières, il y a que le contrôleur qui scanne mon téléphone et c'est le seul contact que j'ai quoi. Il y a un truc lié au rythme, à la lenteur aussi. Tu parlais de rythme tout à l'heure. Il y a un truc, le train de nuit, le TGV de nuit, par exemple, ça serait pas du tout le même délire que le train de nuit qui va doucement, à travers lequel, tu vois, tu te fais bercer, tu as le temps de voir le matin quand le jour se lève. Ça a rien à voir. Moi, j'associe beaucoup le train de nuit à cette lenteur. Moi, si je peux ajouter quelque chose, parce qu'on a des points de vue très masculins jusqu'à présent sur le train de nuit. Moi, j'ai pris un train de nuit avec une copine en Chine il y a plus de 20 ans. Et là, pour le coup, c'était pas du tout la conversation au bar. Le chef de train, j'imagine, ou le contrôleur, je sais pas comment ça s'appelle là-bas, était extrêmement impressionné d'avoir des étrangères qui voyageaient seules dans ce train de nuit. Donc, en fait, il était très apeuré pour nous. Il nous a limite enfermés dans notre compartiment. Et toutes les heures, il venait ouvrir la porte pour voir si tout allait bien et nous proposer du thé. Donc, en fait, c'était assez marrant parce que nous, on voulait juste aller se promener dans le train, bien évidemment, et voir s'il y avait pas un bar ou un truc à faire ou des gens à qui parler. Et il était là, non, 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 dangereux, dangereux. Restez donc là. Et donc, nous, on a le souvenir d'être tous les deux, et ça avait duré 12 heures, hein, à la fenêtre quand il faisait encore jour, puis d'avoir dormi, mais réveillé chaque heure pour du thé et être sûr qu'on soit en vie, et arriver au petit matin. Et là, c'est la campagne chinoise, mais comme on peut l'imaginer dans les années 1900, c'est-à-dire les buffles, les rizières, les gars avec les chapeaux pointus. Donc finalement, le train de nuit en France, à l'étranger, et selon si on est un homme ou une femme, je pense qu'on n'a pas du tout la même expérience. Oui, c'est sûr qu'il y a 1001 trains, 1001 expériences. Quoi. Aujourd'hui, dans les trains de nuit, ils proposent des compartiments spéciaux où il y a que des femmes. Ouais, mais ça, partout, ils font ça. Voilà. Et je savais pas qu'en France, ils le faisaient par contre, tu vois. Ah J'avais ouais. vu ça. Ouais. Alors, on va faire une toute petite pause et on se retrouve après pour repartir au bout du monde avec toi, Coralie.
Alors maintenant, je vais vous demander de prendre une grande respiration et de traverser l'océan Atlantique à la nage et sans escale. Et je vous jure que c'est possible. En tout cas, en podcast, ça fonctionne plutôt bien. Alors Coralie, tu m'as donné rendez-vous au Pérou et c'est ici que tu as embarqué dans un long voyage à destination de Cusco aux portes du Machu Picchu. Donc tu as passé plus de 10 heures à bord d'un train qui relie le lac Titicaca à Cusco. Donc cette ligne a été construite en 1907 et elle traverse l'altiplano péruvien à 3000 mètres d'altitude à peu près. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce voyage? Alors, un seul, ça va être difficile à dire. Comme souvenir avec un S. Tellement il y en a. Déjà, est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont allés visiter le Pérou, qui peuvent se rendre compte de ce que c'est? Donc, pour donner juste une petite introduction scénique, le Pérou, on est en moyenne à 3000 mètres d'altitude, mais ça a l'air assez plat, c'est l'altiplano. Au fond, on voit les montagnes qui, elles, sont à 6000 mètres d'altitude. Donc, on est vraiment très, très haut. Et le souvenir de ce voyage entre le lac Titicaca, point de départ, les cités d'or, hein, évidemment, arriver Machu Picchu, idem, les cités d'or. Pour moi, en tout cas, c'est comme tout voyage qu'on fait en train de longue durée, certaines personnes vont vous dire pourquoi tu perds ton temps. Tu peux le faire en avion, ça prend 1 heure. Et en fait, quand on le fait en train, on est riche de tout l'instant de vie qui va se passer pendant ces 10 heures qui s'étend et qui s'étend de tous les souvenirs. Donc pour nous, c'est évidemment voyager dans ce train qui est peut-être pas celui de 1907, mais qui est pas beaucoup plus récent, qui va assez lentement. Et on traverse la plaine et il n'y a rien parce qu'on est sur le toit des Andes. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien, des lamas, rien. Hop, on passe un col. Ah bah tiens, d'autres montagnes. Et c'est extrêmement méditatif parce que le paysage, quand on le décrit, est toujours le même. Mais en fait, quand on est là, bah non, à chaque brin d'herbe, c'est différent. Tiens, là, des lamas. Tiens, là, il n'y en a plus. Tiens, là, il y a des condors. Et ce voyage, il se passe avec, pour moi, la croisée de nous en tant que voyageurs et les gens qui vivent sur place. La chose fantastique quand on voyage en Amérique latine, c'est que si on bredouille quelques mots d'espagnol, on peut interagir avec les gens, ce qui n'est pas évident dans toute partie du monde. Et donc, nous, on est en première classe. C'était pas beaucoup plus cher que la 3e, mais on a été un peu plus confort. Et nous, on faisait des allers-retours avec l'autre classe où il y avait tous les locaux. Et à nouveau, au Pérou, ils s'habillent de manière très traditionnelle encore. Donc, c'est vraiment toutes les couleurs. Il y en a qui transportent leur bébé mouton. Et on va les voir. Et hop, on repasse dans notre première classe. On est bien confortable. On s'adonne à la contemplation du voyage, du paysage. Et puis tout à coup, hop, on retourne faire un tour. On parle avec des gens. Les gens sont hyper curieux, évidemment. Et c'est aussi ça, la beauté du voyage en train. C'est que, autant en avion, il y a souvent ces moments où on doit attendre. Ah, remets ta ceinture, reste là. En train, on fait ce qu'on veut. Et un souvenir en particulier qui m'a marqué dans ce voyage, c'est que on est vraiment au milieu de nulle part, tchou-tchou. Et puis d'un seul coup, le train s'arrête. Et on a tous pris le train en France. Le train s'arrête au milieu des voies. Bon, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Alors là, personne n'est choqué. Tout le monde descend. Mais au milieu de la pampa, il faut vraiment vous imaginer ça. Donc, forcément, tu descends aussi. Tiens, il se passe un truc. Allons-y. Et tout le monde est là au milieu des voies, mais il n'y a pas de gare, il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment au milieu de rien. Et d'un coup, d'un seul, arrivent plein de gens qui viennent te vendre des bananes, des bonbons, des trucs, des bibelots, des breloques, des petits gants tricotés. Moi, j'ai un souvenir d'avoir acheté les meilleurs gants que j'ai encore, hyper chaud en laine d'alpaga, là, à une petite dame. Et puis d'un seul coup, il y a tout le monde qui remonte. Il n'y a pas eu de sifflet, il n'y a rien eu. Hein. Bon, alors toi, tu remontes aussi pour pas être là comme un idiot au milieu. Et puis tu repars. Et voilà. Et puis à la fin, bien sûr, tu arrives à Cusco. Et là, c'est la grande ville. Et c'est la suite du voyage. Et il y a cette parenthèse qui a lieu dans le train. Alors, j'aurais encore plein de questions à vous poser, mais en fait, le temps, il file très vite. Il nous reste 15 minutes et j'aimerais bien qu'on donne la parole au public s'il y a des gens qui ont envie de venir nous raconter une petite histoire de train. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des volontaires dans la salle? Soyez pas impressionnés, hein, ça se passe très bien. En général, tout le monde ressort vivant. Il y a quelqu'un là. C'est ça? Ouais, juste là, tu vois peut-être pas. Du coup, si tu veux venir t'installer... Ouais, tu peux te mettre là, tu peux mettre le casque si tu veux, mais c'est pas obligatoire.
Je vais le mettre. Je vais faire tout pour de vrai. Et du coup, bienvenue. Merci. Bienvenue dans Tchouktchou. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Je m'appelle Hortense. Bonjour Hortense. Hortense, parisienne, qui prend souvent le train et qui le prenait aussi pour aller au lycée quand elle était plus jeune. Donc j'adore cette atmosphère qui règne d'échanges autour du train. Alors moi, je vais juste raconter une petite anecdote, mais un peu moins fun en fait, mais fun en même temps. Donc la dernière fois qu'il m'est arrivé une aventure en train, c'est que j'ai pris un Ouigo et j'étais avec 3 ados. Et puis au moment de monter dans la rame, on m'annonce au micro de la gare que le train dont le départ était prévu au départ à 19h, donc il y avait déjà 1h40 de retard, finalement va être direct jusqu'à Paris, mais arrivera non pas à 23h, mais à 6h du matin. D'accord. Alors, donc, le fameux TGV de nuit, c'est là qu'on l'a. Voilà, et donc ça m'a bien fait rire tous les échanges autour du train de nuit, parce que moi, je me suis retrouvée malgré moi dans un train avec 3 ados, en train de nuit, qui n'en était pas un. Donc, c'était assez folklore, mais c'était rigolo, et on en garde un bon souvenir, parce que les 3 ados étaient ravis de faire nuit blanche dans le train. Et puis, on s'est arrêté 2 heures en gare de Juvisy, de 3h à 5h du matin. Donc, on était vraiment à 20 minutes de là où on devait aller, quoi. Et on se retrouvait coincés comme ça sur les 2 heures de train à l'arrêt. Et moi, je regardais ça de manière un peu éberluée en me disant c'est quand même vraiment surprenant ce trajet en train où je m'attendais absolument pas à arriver à 6h du mat à la gare. Et en fait, je voyais bien que tout était calculé pour que finalement, on arrive au moment où la gare allait rouvrir et où on ne se retrouverait pas coincé à 4h du mat, sans taxi, sans métro et tout ça. Donc, c'était plutôt bien, réorganisé, même si c'était un peu contraignant, évidemment. Et puis, c'est aussi de se dire que c'est ça, les aléas du voyage en train, c'est que parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent finir par être des souvenirs rigolos pour tout le monde, même si, sur le coup, on l'a un peu mauvaise, je dois le dire. Il y avait un bar? Il n'y avait pas de bar, c'était un Ouigo. Et du coup, il s'est passé quoi du coup pendant cette nuit? Vous avez fait quoi? Vous avez dormi? Vous avez Alors joué, moi, en bonne mère gens pragmatique, je me suis dit, je vais essayer. Alors c'est le regard de la femme. Je vais essayer de dormir un peu maintenant et de me reposer pour être à peu près alerte entre 3 et 6 heures du mat. Les ados, elles ont principalement utilisé leur smartphone parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un changement assez fondamental des voyages en train sur les dernières 20 années, parce que ça, au départ, le train, pour moi, c'était plus le livre, les magazines, etc. Maintenant, c'est beaucoup les smartphones, les podcasts, la musique. Donc, les ados ont beaucoup rigolé en surfant sur Internet. Elles ont eu des interactions avec un voisin de derrière qui, lui, je pense, avait vraiment besoin de dormir, parce qu'il y en a qui, effectivement, dès le lendemain, allaient se retrouver au travail. C'était pas mon cas, c'était plutôt une chance pour nous toutes, mais c'était le cas de certains. Et donc, visiblement, c'était pas très confortable dans les interactions avec le voisin de derrière qui, lui, était plutôt un peu brusque, on va dire. Et puis, autour de moi, il y a des gens qui dormaient, il y a des gens qui regardaient des vidéos, d'autres qui écoutaient de la musique. Et en fait, c'était très calme, très peu de conversations, parce que les gens avaient surtout envie d'arriver à peu près en forme le lendemain matin. Voilà. Écoute, merci. C'était une chouette histoire. C'est là où tu regrettes qu'à Juvisy, à 3h du matin, il n'y ait personne pour te vendre des cacahuètes. C'est ça. Des Oreos à la fenêtre. On aurait bien aimé, ouais. Écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli à la table. C'était ma première participation à un podcast, donc j'étais ravie. Écoute, je suis très heureux que ce soit avec nous. En tout cas, merci. Est-ce qu'on a d'autres témoignages dans la salle? On en a. Ok, 1, 2, 3. On commence comme vous voulez. Je vous laisse choisir. Bienvenue dans Tchouktchou. Ouais, merci. Tu peux te présenter du coup Moi, c'est Guillaume. Ok. Voilà. Et tu voulais nous parler de quoi? Du coup, je vais te partager un souvenir en train. Ouais. Donc moi, c'était au Gabon il y a 3 ans. Ok.
Du coup, si vous voulez, il y a pas mal de dysfonctionnements, on va dire là-bas au Gabon. Et donc, je prenais un train pour partir dans un parc naturel. Et là, du coup, je savais qu'il allait forcément y avoir un problème, quoi. Donc, Déjà, avant de partir, tu savais, quoi. j'étais sûr. Donc, je rentre dans le train. Tout se passe bien, étonnamment. Je m'assois à ma place. Le train démarre à l'heure. J'étais vraiment content et tout. Puis, du coup, on passe doucement. Il commence à aller doucement. Mais en fait, 1 heure après, il était toujours au même rythme. Et là, j'ai compris quel était le problème. C'était vraiment un train très, 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 très lent. Pour faire 160 km, je crois qu'on a pris 8 heures. Ah ouais. Et parce qu'en fait, c'est pas à l'intérieur du trajet, à un moment, donc, il y a eu la nuit. Du coup, oui, d'ailleurs, finalement, on a voyagé pendant la nuit. Et à un moment, le train s'est arrêté, on nous a demandé et on a pu descendre, du coup. Et là, je me suis renseigné, je dis mais pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Alors on m'a annoncé qu'il y avait un autre train, il n'y avait qu'une voie en fait. Donc il y avait et en fait le train d'en face, exactement. Non mais le train d'en face avait percuté un éléphant. Ah ouais. Ça m'a fait halluciner. Donc j'étais là, ouais d'accord. Waouh, ça c'est des trucs qui se passent que là. Et donc on arrive finalement, enfin j'arrive à destination et au retour, une autre scène marrante. Dans tout le wagon, il y avait les gens sont alors pourtant il fait au moins 40 mais tous les gens sont en doudoune et écharpe. Et en fait parce qu'ils mettent la clim à fond. Ok. Et c'est incroyable, du coup tu les vois tous avec des doudounes, des couvertures sur les genoux et tout et moi j'étais pas prêt. Donc c'était horrible. J'étais obligé d'être à l'extérieur du wagon tu sais sur les marches pour juste être bien sinon sinon t'avais trop froid quoi. Ok. Voilà. Et comment tu t'es occupé là pendant ce trajet du coup de 8 heures, 2 fois 8 heures même j'imagine parce que le retour devait être aussi long que l'aller. Ouais, tout à fait. Bah j'ai attendu quoi. Ok. Voilà. Simplement j'ai attendu. C'est de prendre quelques sons aussi et puis voilà. Ouais. Et le bonheur des trains à l'étranger et spécialement en Afrique. Bah, j'ai jamais testé encore mais il y a pas mal d'histoires comme ça. Ouais, assez drôle. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci pour cette histoire. Donc, du coup, monsieur, au premier rang, tu veux nous rejoindre? Bonjour. Et bonjour. Ça va être très rapide. En fait, moi, je voudrais souligner, je voudrais dire un petit mot pour les accompagnateurs de train. Parce que je ne prends pas le train actuellement, mais il y a très longtemps, j'étais garde de nuit comme infirmier la nuit dans une maison de repos. Okay. Et c'était à Bruxelles, parce que je viens de Belgique, je crois que ça s'entend un petit peu l'accent, j'espère pas trop. Et la dernière gare, quand on venait de Bruxelles pour retourner vers Mons, après Mons, il y avait Saint-Guilain, c'est la dernière gare près de la frontière française. Et ce qui m'arrivait, c'est qu'en ayant fait la nuit, je m'endormais. Et donc, chaque fois, je m'endormais, je ratais mon train, je ratais ma descente à la gare de Mons, et je me retrouvais à Saint-Guilain. Donc, il fallait faire le chemin inverse. Alors, je faisais des networking, puis les contrôleurs de train, ils avaient repéré le truc. Et alors, à la fin, ils se sont dit, bon, on va quand même le réveiller. Et alors, à tour de rôle, petit à petit, au fur et à mesure de l'année qui s'écoulait, au bout de 6 mois, tous les contrôleurs de train me connaissaient. Et tous les contrôleurs savaient que je m'endormirais, que je me réveillerais pas. Il n'y avait pas les smartphones pour se réveiller. Et alors, à chaque fois, systématiquement, psst, monsieur, on est à la gare. Et je voudrais tous les remercier. Voilà, ce sera pas plus long. Ben, le message est passé. Je crois que tu voulais venir nous raconter quelque chose aussi. Bonjour. Eh ben, bonjour. Je m'appelle Valérie. J'ai un podcast qui s'appelle Ciao Paris. Et du coup, salut. On se voit en vrai. Mais oui, ça fait plaisir. Et je me déplace pour rencontrer mes invités qui sont un peu partout en France. Et je le fais en train, par conviction. Voilà, pour essayer de me polluer le moins possible. Et je dois dire que ton histoire de la Micheline m'a beaucoup plu. Moi, j'ai grandi en Corse. Et donc, avec un grand-père marin, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'était le bateau. On prenait beaucoup le bateau. Et quand je suis arrivée sur le continent, c'était le train. La découverte du train a été un moment assez génial. Et donc, dans ces voyages de train, pour aller notamment en Haute-Marne, on était dans un petit TER.
Et on n'était pas très nombreux dans la rame, enfin dans le wagon. Et il y avait juste devant moi, un jeune homme qui était espagnol et qui, à un moment, s'est mis à parler en espagnol, à trembler. Et on voyait qu'il était très mal, on comprenait pas trop ce qu'il avait. Et en fait, c'était la première fois qu'il prenait le train. Et il était terrorisé. Et en fait, les 5-6 personnes qui étaient là dans le wagon, on s'est toutes relayées en fait pour passer le voyage avec lui, lui tenir la main, le rassurer, lui parler d'autres choses. Moi, j'avais des huiles essentielles dans mon sac, donc je lui ai filé à sniffer une petite dose d'orange douce. Et on lui a mis un moment un podcast. Voilà. Et on a passé ce voyage comme ça tous ensemble. Vraiment autour de lui pour l'accompagner, et j'ai trouvé ça voilà, c'était un beau moment de partage et de soutien et... Du coup, vous avez réussi à le faire redescendre, à le rassurer un peu ou... Pas vraiment, non. En fait, c'était par pic. C'était par vague. Ok. C'était par vague. Ça avait un rapport avec le fait que c'était pour aller en Haute-Marne? C'est le TER, c'est flippant les TER. Voilà. Bah écoute, un souvenir, je vais pas dire un beau souvenir non plus, mais en tout cas un souvenir assez fort, marquant. Mais en tout cas, il y a souvent des histoires comme ça dans les trains où il y a un truc collectif qui se passe entre les voyageurs qui se mobilisent pour aider quelqu'un qui est en difficulté. On voit souvent des histoires comme ça, notamment dans l'actu. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait encore une petite histoire? Merci beaucoup. Merci Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Sandrine, j'ai créé un podcast sur l'Aveyron qui s'appelle Le 12 et à côté de ça je suis salariée et je suis amenée très régulièrement à prendre le train, le Rodez Paris qui dure 8 heures. Ouais. Exactement, le même que toi, c'est pour ça que ça m'a plu quand tu as donné l'exemple. Et en fait, c'est une anecdote. À un moment donné, je me suis retrouvée dans un train avec ma collègue. On s'installe. On est chez nous. Hein, on est vraiment dans un endroit à quatre places. On commence à manger, tout ça. Quelqu'un s'installe. On commence à parler. Et puis, ma collègue me dit... moi, en fait, pendant les trajets que j'ai, je monte très souvent mes épisodes. J'en profite justement parce que souvent, ça capte pas. Donc ça, je peux le faire. Je monte mon épisode, ma collègue qui parle du podcast, et le monsieur entend parler de l'Aveyron. Et ça lui fait tilt. Donc, commence une conversation là-dessus. C'est en fait un richissime homme d'affaires qui est à New York, qui en ce moment est en France, etc. Donc, on parle de l'Aveyron. Et puis, on noue un contact. Il me dit, je vais suivre tes podcasts, je vais m'y intéresser, ça m'intéresse. Je suis de l'Aïol, sur l'Aubrac, tout ça. Et en fait, la conversation est très intéressante. Puis tout d'un coup, on s'arrête à une gare. Et en fait, on n'était pas du tout à notre place où on devait être. Et c'était vraiment le hasard complet qu'on se soit retrouvé à la table de cet homme-là. Et on a noué un lien. Et voilà. Et donc, c'était vraiment le hasard de s'être trompé de wagon complètement et d'avoir rencontré cette personne. Donc, c'était un beau moment. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette histoire. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci pour l'accueil. Merci à Lorga. C'était un vrai plaisir de parler de voyage en train avec vous ce matin. Merci à mes invités, évidemment. Je vais lancer le générique. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous. Moi, si vous voulez écouter Chouchou, dès la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode qui sort où je vais parler d'une petite ligne de TER dans l'Allier. C'est une série en 4 épisodes sur une ligne de TER qui est vraiment perdue au milieu du Massif central. On ira voir un chef de gare. On ira voir une dessinatrice qui croque les Michelin et plein d'autres invités. Voilà. Merci beaucoup. C'est Paul.
Chouchou est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle, créateur de la France Baladeuse. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.